Hello! Bienvenue chez Womb! Oh là 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 là, stop. Je vais beaucoup trop vite. Je me suis même pas présentée. Je m'appelle Charline, j'ai 26 ans, je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Roméo. Ok, bon, c'est bon, les présentations sont faites, on peut repartir. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter 4 femmes qui incarnent des choix de vie complètement différents sur la maternité. Elles nous parlent avec courage sur le choix de devenir mère ou non. Elles échangent sur leurs convictions et sur leur intimité avec beaucoup de bienveillance. Allez, venez, on va découvrir leur histoire et cet échange passionnant qu'elles nous offrent. Donc bonjour les filles, bienvenue chez Womb. Salut Charline. Salut. Donc dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. Donc qui veut commencer? Je peux, si pas de problème. Donc moi, je suis Mathilde. Je vais avoir 43 ans bientôt. Je bosse en profession libérale médicale. Et je suis maman, donc solo, toute seule, d'une petite fille qui va avoir 15 mois. Et voilà, donc en fait, j'ai eu recours à une fécondation in vitro en Espagne en septembre 2020. Et ça a pris du premier coup, avec donc don de sperme. Ça a pris du premier coup et Ava est née en mai 2021. Voilà, et ma vie a changé. Tu m'étonnes. Voilà, mais c'est merveilleux. Ok, Voilà. super. Merci Mathilde. Avec plaisir. Moi, c'est Léa. Je viens de sortir des études, je suis éducatrice spécialisée. J'aime bien travailler avec les enfants, donc tout mon intérêt pour la parentalité et la maternité. Et à titre personnel, je n'ai pas d'enfant et je ne suis pas sûre de vouloir en avoir. Merci Léa. Et du coup, moi, c'est Julie. J'ai 36 ans, je suis célibataire. Et en fait, moi, je ne sais pas si je veux avoir d'enfant. Si j'en ai, je pense être heureuse. Et si j'en ai pas, je pense être heureuse aussi. C'est pas un but dans ma vie. Voilà. Ok, ça marche. Super. On est là, aujourd'hui pour parler de la maternité et de la pression sociale qu'on peut ressentir aussi sur le fait de devenir mère ou non. Qui veut commencer à parler de son histoire un petit peu? Je sais pas, Mathilde? Oui, je peux continuer. Allez, vas-y. Je peux continuer. Mon histoire, c'est que à l'approche de mes 39 ans, célibataire, à galérer sur le plan affectif, en fait, je me suis posé la question de savoir ce qui me manquait vraiment dans la vie et ce qui ferait que, voilà, si j'avais qu'un seul projet à avoir dans ma vie, ce serait lequel? Et de suite, ça a été de devenir mère. Donc voilà, parce que vraiment, j'ai senti que c'était plus que viscéral. Si je vivais pas ça, en tout cas, si je le tentais pas dans ma vie, je serais très, très malheureuse et je me sentirais pas entière. Et je pourrais pas, en fait, comment dire? Enfin, ouais, être moi entièrement. Il y aurait un truc Il y aurait un manque clocherait. en fait. Ouais, complètement. Ok. Et donc, du coup, je me suis dit, vu que je n'arrive pas à trouver la personne idéale pour fonder une famille, hein, ça a été long dans la réflexion, mais je me suis lancée donc dans la maternité seule. Et en fin 2018, je suis allée à Barcelone pour prendre rendez-vous, pour voir comment ça se passait. Par la suite, j'ai fait plein d'examens médicaux pour voir où est-ce que j'en étais, cariotype, prise de sang, des examens pas forcément sympathiques, n'est-ce pas? Et donc voilà, et ça a duré 6 mois. Et puis quand ça a été OK, on m'a dit: «Bon, mais c'est bon, on y va, on peut y aller». Et puis en fait, moi, physiquement, émotionnellement et psychiquement, j'étais fatiguée. Parce que j'en avais ras le bol de rencontrer des médecins qui se permettaient de me dire: «Ah mais ni ni ni, mais gna gna gna». Ta gueule en fait, c'est mon projet, je fais ce que je veux, j'ai Parce que quoi, il te 39 ans, bridait voilà. dans ton... Il voulait pas que tu ailles jusqu'au Bah, bout de dis ton idée? Alors non, il me disait pas ça, mais tu sentais que ça jugeait. Par exemple, quand j'ai fait, ça s'appelle comment bon, c'est un examen en fait où on t'injecte un produit dans l'utérus pour voir en fait si l'utérus est bien pour après prévoir une grossesse. D'accord. Et je suis tombée en fait sur un radiologue qui était plus proche de la retraite que de ses études. Et forcément, et pourquoi vous faites ça et tout ça? C'est parce que j'ai le projet de faire un bébé toute seule, nanani nanana. A dit: «Oh oui, bon, ça commence à râler» ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'était mon grand-père, hein, je veux dire, voilà. Et
Et puis, il n'a pas été du tout, il a pas du tout été doux. Donc, en fait, il m'a fait extrêmement mal parce qu'en fait, il faut enfoncer un appareil comme. C'est quoi pour les frottis là? C'est un spéculum, c'est ça? Ouais. Ouais. Non, mais dans l'utérus, en fait. Donc, un peu plus profond, il faut passer le col de l'utérus. Et donc, ça fait extrêmement mal. Et lui, il y est allé un peu violemment. Et donc, j'ai hurlé et j'ai pleuré. Et en fait, il en avait rien à foutre. Il voulait absolument des résultats. Et sauf que, du coup, moi, comme tu as mal, tu te fermes. Donc, les résultats n'étaient pas bons, forcément, puisque j'ai tout fermé, j'ai tout verrouillé. Et comme s'il allait au marché, il m'a dit: «Ah non, mais là, madame, c'est pas possible. Vous avez les trompes bouchées, donc vous pouvez pas avoir d'enfant». Donc là, j'ai pleuré encore plus, j'ai comme ça. Et j'étais au fond du gouffre. Donc en fait, voilà, tu rencontres des gens comme ça. Et au final, j'ai refait le même examen. J'ai accepté de le refaire avec un gynéco sous anesthésie générale qui m'a dit: «Madame Flores, vos trompes, elles sont pas bouchées. Tout va bien». Oh là là. Voilà. Donc en fait, tu te prends ça dans la tronche, il faut le digérer, il faut envisager d'autres chemins en fait pour arriver à ton. C'est un projet en fait, hein, c'est moche comme mot, mais c'est ça. Mais tu rencontres des gens en fait qui n'ont pas de tact, qui sont pas humains, qui te voient comme un utérus, comme un machin, comme je Et sais pas là, on quoi. est clairement dans de la violence gynécologique. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, donc oui, donc voilà, donc il faut que tu digères ça et tout ça, machin, pour au final, 3 mois après, pour qu'on te dise: «Ah mais non, en fait, tout va bien, vous pouvez avoir des enfants». D'accord, merci. Merci. Donc bon, voilà. Donc du coup, de tout ça, en fait, j'en avais ras-le-bol et quand on m'a dit: «Ça y est, vous êtes prête, on peut y aller», j'ai dit: «Non, en fait, je suis fatiguée, foutez-moi la paix. Ouais. Je vais bien, merci, je vais bien, je peux y aller, tout va bien». Mais là, en fait, dans l'état psychique et émotionnel dans lequel je suis, ça va pas marcher parce que, je suis fatiguée. Donc j'ai laissé passer. Bon, il y a eu un choc émotionnel parce que j'ai perdu mon meilleur ami, qui s'est noyé, quelque temps après, donc il a fallu que je fasse un deuil et tout ça. Et en même temps, cette perte-là, je me suis dit: Merde, Aaron, il est mort, il s'est noyé et il avait plein de choses à faire et tout ça, Mathilde, tu peux pas t'empêcher de vivre, hein, vas-y, là, c'est bon, on y va, voilà». Donc en janvier 2020, je reprends contact avec la clinique à Barcelone et on relance, en fait, on voit tous les examens que je dois refaire. Et en fait, c'était juste des prises de sang, tout était OK. Donc j'ai juste fait des prises de sang. Sauf que le Covid est arrivé. Donc, bon, mais pause. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils m'ont dit: écoutez, bon, je vous la fais courte, hein, ils ont fermé, ils ont réouvert. Je pouvais y aller en juin. J'ai dit: «Non, en juin, c'est un peu trop court, je trouve, au niveau temps, Covid, machin». Donc en fait, j'y suis allée en septembre et donc hop, on prévoit la date, nanani nanana, en fonction de mes règles, hein, j'ai pris un traitement, hormonal un peu corsé, progestérone, oestrogène et tout ça, très inconfortable quand même, parce que c'était à des heures précises, dans la journée. Mais bon, je regrette pas du tout, même limite, j'ai limite oublié. Résultat des courses, le 23 septembre, je suis allée à Barcelone, on m'a transférée, enfin voilà, j'ai eu le transfert, de l'embryon et tout ça. Il y en avait qu'un, il y en a qu'un qui a tenu, c'est Ava. Et je me suis dit: «C'est une battante». Déjà, lui, il veut sa place, donc on va aller jusqu'au bout. Elle est allée jusqu'au bout et elle dort dans sa chambre là et c'est un amour. Voilà, c'est un amour. T'as eu Donc peur de la voilà. perdre? Oui, bien sûr que j'ai eu peur de la perdre pendant la grossesse et tout. Bien sûr, j'ai stressé les 3 premiers mois comme, la majorité des femmes, je pense, parce que de toute façon, on nous stresse, de toute façon. C'est clair. Donc tu stresses puisqu'on te stresse. Mais en même temps, j'ai quand je suis allée à Barcelone, je me suis sentie protégée, je me suis sentie épaulée et j'étais hyper confiante et je me suis dit: «Je ne vois pas pourquoi la vie, en fait, après tout ce que j'ai vécu», parce que c'est un chemin, très très difficile, en fait, je vois pas pourquoi ça marcherait pas.
Donc j'étais convaincue qu'elle allait tenir le coup et qu'elle allait s'accrocher et elle me l'a prouvé. Et c'est une petite fille qui est en excellente santé et qui est adorable. Donc voilà. Et voilà, c'est trop bien. Donc voilà, en gros, mon parcours. Mais il y a plein de choses à dire. Il y a de très très belles choses, mais il y a beaucoup de bâtons dans les roues, d'embûches. Il y a beaucoup de. Je me suis cassé la gueule plein de fois. Ça fait mal et de la part de médecins, de la part de. C'est pas chouette. Ok. Mais Frida, j'ai une question. voilà. Au niveau de ton entourage, tu as été soutenue? Oui, ah oui, oui, par contre, oui. J'ai une famille formidable, hein, certains amis qui étaient au courant, qui ont été vraiment de gros, gros soutiens et aussi, en fait, si je me suis lancée dans ce projet, c'est parce qu'ils sont là pour m'aider. Voilà, sinon, toute seule, sans famille ni rien, j'y serais peut-être pas allée. Si on a des jeunes femmes qui nous écoutent là et qui hésitent à faire ce que tu as fait, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que si elles ont, l'élan au fond d'elles, la flamme, qu'elles y aillent. Il faut qu'elles tentent, il faut pas qu'elles regrettent parce que moi, je me suis dit: «Mais si je n'y vais pas, je vais regretter toute ma vie et je vais être la plus malheureuse Mm. et ça, c'est impossible, je veux pas le vivre». Donc si elles ont l'élan après je peux comprendre que, on peut avoir peur et tout ça machin, mais au fond de moi, j'avais l'élan et je me sentais capable. Au fond de moi, je me sentais capable d'être maman toute seule. C'est dur, c'est très dur, il faut pas se le cacher. C'est hyper dur, c'est un changement de vie radical. Il y a un tri qui se fait dans les amis, de dingue, Ah de ouais? partout. Parce que Ah ouais. t'as eu des critiques dans tes amis, dans tes proches? Non, c'est juste qu'on se correspond plus. D'accord. Avant, je sortais beaucoup, j'étais dispo, j'allais à des concerts, j'allais à des soirées, tout ça machin, mais maintenant, je suis en pyjama, à 20h, je suis en pyjama, quoi, enfin, Mm. donc c'est pas du tout la même vie Ouais, surtout que tu et du l'élèves coup toute seule en plus, ça va. Donc, ah ben ouais et donc en fait, je pense que alors au début, c'est vrai que j'ai mis une grosse bulle, hein. J'ai fermé complet, j'ai pas vu beaucoup de monde, je n'ai vu que ma famille, les premiers mois. Mais parce que en fait, c'est aussi une autre vie, quoi. Tu débarques dans une vie que tu ne connais pas, avec un petit être qui il est, il est qui il est, il apprend à être qui il est et toi, tu dois apprendre enfin, c'est de l'adaptation, de la découverte, de l'inconnu au quotidien et donc en fait, au début, moi, j'avais pendant, 3-4 mois, j'ai fermé complet. Mais parce qu'il fallait que je prenne mes repères, un minimum de repères et puis tu changes, physiquement tu changes. Les hormones, mais c'est affreux, c'est affreux. Tu pleures, tu ris, tu as une libido comme ça, puis après tu as une libido 0. C'est affreux. Donc et puis tu es fatigué, quoi et puis tu te vois changer physiquement et puis tu waouh et il faut être balèze, hein. Franchement, ouais. enfin, on est balèze, hein, pour Mm. supporter ça. On a été conçus pour enfanter, c'est parce qu'on est balèze. Mais clairement, hein, c'est dur d'être mère, accompagnée ou pas accompagnée. Enfin, donc voilà. Mais ouais, il y a un tri qui s'est fait parce qu'en fait, j'ai changé de vie et donc avec certaines personnes, on ne se correspond plus. Mais c'est là que tu vois tes vrais amis, en fait, hein. Aussi, ouais, c'est clair. Voilà. Et, est-ce que tu as songé à comment tu allais expliquer à Ava son histoire? Est-ce que ça t'a fait cogiter aussi au début de savoir comment Ah, tu allais lui ou expliquer où est son papa, pourquoi elle n'a pas de papa, etc. oui, bien sûr, parce qu'à un moment donné, ça va me tomber sur le nez. En fait, je lui dirais tout simplement que je voulais, qu'en fait, pour elle, je voulais un super papa, mais que je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé, pas encore, parce qu'elle peut très bien avoir un papa, hein, Bien plus sûr. tard, hein. Le géniteur n'est pas forcément le papa. Donc elle peut très bien avoir un papa, mais qu'en fait, j'étais très, 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 très pressée, de la retrouver, en fait, de la voir avec moi et qu'en fait, bon, je me suis sentie capable de m'occuper d'elle toute seule et de l'aimer toute seule, mais qu'il y a la place pour un papa et puis on verra plus tard et mais ça s'est pas présenté. Voilà. Ok. Et moi, j'ai une autre question. Le Oui. fait d'avoir dû aller à l'étranger Mmh. pour avoir ta fille, Ouais. comment tu l'as ressenti de ne pas pouvoir faire ça en France? Ouais, bonne question. Alors, j'ai pas pu le faire en France parce que la loi n'était pas encore passée.
Mais ceci dit, je pense que j'ai eu raison d'aller en Espagne parce qu'au niveau de la prise en charge, c'est pas du tout pareil. Moi, j'ai des copines qui ont fait, donc des PMA, en France et quand j'entends les prises en charge, ça donne pas envie parce que, tu as l'impression qu'ils parlent pas à des humains, quoi. En Espagne, je suis désolée, OK, c'est privé, OK, tu payes, ça coûte un bras, mais du moment que tu rentres dans la clinique, jusqu'au bout, enfin, je veux dire de la dame qui est à l'accueil jusqu'à la biologiste, déjà ça parle français, Ah super ouais, bien. ah super. Ah mais oui! Ah mais oui! Il y a beaucoup de Françaises, qui vont à Barcelone pour ça. Ok. Donc ils parlent français comme toi et moi. Dès qu'en France, j'avais des questions, hop, je leur envoyais un mail sur leur site, j'avais, mon profil et tout ça. Tu peux être sûr que dans les 48 heures, ils m'envoyaient un autre mail pour prendre un rendez-vous téléphonique et ils m'appelaient pour répondre à toutes mes questions. C'était un médecin qui m'appelait pour répondre à toutes mes questions et là-bas, en fait, tu es la princesse, quoi. Tu es aux petits soins parce qu'ils prennent en compte le fait que si tu fais cette démarche-là, c'est qu'à la base, il y a une souffrance. Quelle qu'elle soit, il y a une souffrance. Donc, et c'est ton rêve de faire ça. Tu n'y es pas arrivé ou parce que tu as des problèmes physiques, médicaux, tu n'y arrives pas, ou soit parce que tu n'as pas rencontré la bonne personne, en fait, mais tu veux être maman. Et c'est sûr que ce sera un bébé d'amour, en fait. Donc, du coup, il t'accompagne là-dedans et jusqu'au bout, il te souhaite bonne chance et bonne chance et bonne chance, ça va marcher, bonne chance, madame, et vous nous tenez au courant. Waouh, c'est une famille, en fait. Et c'est chouette. J'ai une Non, c'est question par chouette. rapport à C'est hyper important. Et je suis pas convaincue que, enfin, d'après ce que j'entends en France, c'est un peu moyen quand même. Et de toute façon, mon médecin traitant, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, alors, ne cherchez pas, allez en Espagne. De suite. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, ne cherchez pas en France. Mm, mm. Allez en Espagne direct, elle m'a dit. Donc ça, c'est cool. Il n'y avait pas de jugement, en fait. À aucun moment, on m'a jugé. Aucun. Au Mm. contraire, ils sont là pour t'aider et t'accompagner. Donc, ils sont plus à côté de toi que face à toi, en train de te regarder de bas en haut et de te juger. Pas du tout. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, Mathilde, tout à l'heure, tu parlais par rapport aux violences gynéco que tu as subies quand même. Oui, C'était en France ou en Espagne? c'était en France. Ah, voilà, c'était juste pour être sûr. Est-ce que tu as dénoncé quelque chose? Est-ce que tu as fait quelque chose? Non, Non. non, j'ai rien fait. J'ai Ah. rien fait. Le seul truc que je regrette, c'est que comment dire, sur le coup, en fait, je me suis sentie petite fille et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Normal, c'est Et, humiliant, et, hein. ouais, c'est humiliant. Mm. Parce qu'en fait, l'examen, t'es à poil, hein. Ouais, c'est En ça. fait, t'es à poil sur une table et puis tu as un médecin. Donc là, c'était un homme. Enfin, c'était un homme. J'ai rien contre les hommes hein, parce que je l'ai fait 2 fois, en fait, cet examen. Je l'ai fait 3 fois. La première fois, c'était un homme. Il a été super doux, mais en fait, j'étais tellement fermée qu'il n'y est pas arrivé. Il a dit, j'insiste pas, mais il faut reprendre rendez-vous. Pas de problème. Ouais. La deuxième fois, ça a été la fois terrible où je suis tombée sur un autre mec. Donc, en fait, voilà, plus de 60 ans, un machin qui voulait absolument mes résultats. Et la troisième fois, c'était un gynéco qui m'a fait sous anesthésie générale. Mais, oui, oui, non, non, c'était en France, c'était même à Ambroise Paré. Voilà, je le dis. Bon, ça marche. Salut Fanny, Salut, ça va? excusez mon retard, hein. Pas de problème, pas de problème. Du coup, on s'est présenté au début. Est-ce que tu veux te présenter? Tu dis ce que tu veux de toi. Oui, bonsoir tout le monde. Salut! Je m'appelle Fanny, j'ai 34 ans, j'habite à Frontignan, à côté de Sète, dans le sud, près de Montpellier. Peut-être que ça vous parlera plus. Moi, je suis maman d'une petite fille de bientôt 9 ans qui s'appelle Tia. Et en fait, je me suis séparée de son papa quand elle était vraiment petite, elle avait 2 ans et demi. Et donc, en fait, je l'ai élevé pratiquement toute seule, parce qu'il était très peu présent. Et depuis maintenant un peu plus de 3 ans, je suis avec mon conjoint. On habite ensemble depuis 2 ans. Et du coup, on a une petite famille recomposée. Voilà, du coup, j'ai une fille et 2 filles adoptives. Trop bien.
Voilà. Et donc, moi, mon choix, parce que bon, ben, qui dit famille recomposée, nouveau conjoint, dit pression sociale, il faut absolument un enfant en commun. Et donc, mon choix, c'est de surtout pas le faire, Ok. malgré la pression sociale. Et du coup, tu as de la pression de quoi? De tes amis, ta famille En fait, tout le monde, je crois que tout le monde, la famille moins, parce que, bon, déjà, j'ai pas énormément de famille. Il y a que ma mère qui habite à côté de chez moi et ma sœur, mais qui habite loin. Et puis tout le reste de ma famille est en Belgique. Je suis originaire de là-bas. Donc, niveau famille, bon, ma mère, ma sœur comprennent tout à fait ma décision, ce qu'elles savent, ce que j'ai traversé, à quel point ça a été compliqué. Mm. Bah oui, après, bon, ben, les amis, n'importe qui que tu rencontres, quand tu expliques ta situation ou que tu parles voilà, de choses un peu plus intimes en parlant de ta situation familiale, au bout d'un moment, ils arrivent tous au moment de dire: Ah, mais vous voulez pas votre petit ensemble? C'est bizarre. Et voilà, quoi. Bon, mais après, il faut toujours un petit peu se justifier, dire pourquoi, parce que voilà, la plupart des gens ont l'air de trouver ça surprenant. Mais vraiment, bon, ben, ni lui ni moi, on a cette envie. En fait, on apprécie justement le fait d'avoir vécu les séparations chacun de notre côté. On apprécie le fait justement maintenant d'avoir du temps pour nous deux, voilà, un week-end sur deux des moments vraiment pour nous. Et ben, ça, je pense que vraiment, ça fait partie de notre équilibre de vie, de couple, et on n'a pas envie de le perturber avec l'arrivée d'un nouvel enfant. Voilà. Et moi, j'ai plus du tout la patience, de toute façon. Zéro patience. Ça peut se comprendre. Ouais, c'est clair. Et du coup, le fait d'avoir élevé ta fille toute seule, t'avais une pression aussi à ce moment-là, enfin, toute seule. Ouais, ah oui, oui, oui. Alors oui, parce que bon, je l'ai eu jeune. Dans le monde du travail ou dans le monde, voilà, la vie un peu de tous les jours, j'ai l'impression que dès qu'on devient une mère célibataire, on rentre dans une espèce de case où on est un peu assimilé cas social, en fait. C'est marrant, mais il y a toujours cette espèce de point de vue péjoratif de la part des gens qui est, putain, elle a foiré quelque chose, elle. Il y a un truc qui n'est pas normal, il lui manque quelque chose. Bon, elle a foiré quelque chose et maintenant, en gros, elle se retrouve comme une cloche avec son enfant. Et donc, il y a toujours ou un regard un peu empathique ou un regard parfois un peu méprisant. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est une position qui est quand même très difficile à assumer, surtout que, que ce soit le comportement des gens, le regard des gens ou la société comme elle est construite, les codes de la société, rien n'est fait pour aider les femmes seules à élever leurs enfants. Donc ça, vraiment, je l'ai vécu de façon très violente, que ce soit d'un point de vue professionnel ou voilà, dans la vie de tous les jours. Et je me suis beaucoup battue contre ça. Et justement, j'ai vraiment voulu continuer à garder cette image de femme forte, de montrer l'exemple à ma fille. Et j'ai essayé vraiment le plus possible de faire comme si tout était normal. Et j'ai voulu quand même essayer de garder un maximum cette image en me disant, bah, en fait, c'est un grand défi et d'être tout le temps fière de moi de continuer à le faire, en fait. Ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit sur le fait que c'était très compliqué d'élever un enfant tout seul. L'impression que parce que tu es seule, tu dois encore plus prouver de choses aux autres quand tu parles d'être forte, et je pense que toute mère est forte, mais parce que tu es seule, il faut que tu ailles encore plus prouver aux autres que tu es forte, quoi. Ben, ouais. C'est... Ben, déjà, la situation est, on va dire, 2 fois plus compliquée que, que quand tu as quand même un conjoint qui t'aide. Bon, il y en a, ils ont des conjoints qui ne les aident pas, ça, c'est encore plus compliqué. Mais quand tu n'as pas de conjoint, bon, ben, forcément, tout est beaucoup plus difficile dans l'organisation, dans le fait de travailler, le fait de. Enfin, tout est difficile et puis rien n'est fait vraiment pour t'aider. Alors on essaie de te faire croire, oui, mais quand même, on est dans un pays, il y a des allocations familiales, comme si les mères qui faisaient des enfants et qui les élevaient seules touchaient le jackpot avec les allocations familiales. Alors ça, c'est une fable ou alors vraiment, il faut m'expliquer parce que je pense que c'est pas avec ce qu'on touche qu'on va pouvoir vivre dans l'opulence, coulant dans l'or. Enfin, moi, les gens qui ont un discours comme ça, vraiment m'horripilent au plus haut point. Donc voilà, donc je pense que quand même, globalement, la vie est vraiment
compliqué quand on élève un enfant seul et que la société n'aide pas. Il y a un manque de reconnaissance, en fait. Il y a quand même un gros manque de reconnaissance. Alors moi, j'ai un point de vue, c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être un petit peu extrême. C'est un point de vue, mais si je faisais de la politique, je partirais du principe que les femmes qui élèvent leurs enfants, que ce soit considéré comme une activité professionnelle, en fait. Oui. Que ça soit reconnu, en fait, tout simplement, qu'on ça soit reconnu. C'est ça que tu veux dire? Bah oui, voilà, parce que vraiment, je pense qu'élever un enfant en temps de travail, en investissement, en contraintes supportées, en énergie fournie, pour moi, c'est carrément supérieur à un emploi à plein temps. Voilà, donc moi, je pars du principe que cette solution permettrait quand même de sortir de beaucoup de femmes de la précarité quand même. Ça permettrait d'aider les femmes aussi qui ont envie d'avoir des enfants, mais qui financièrement ou dans leur vie privée voilà, n'ont pas la possibilité de le faire. Ça permettrait à toutes les femmes battues qui sont dans des situations où professionnellement, avec leurs enfants, elles peuvent pas spécialement trouver du travail ou le travail ne va pas correspondre. Parce que bon, travailler le samedi, par exemple, quand on élève 3 enfants, c'est pas possible. Il y a quand même plein de choses qui font que la femme se retrouve quand même très facilement dans un point où on peut basculer dans la précarité. Et pour moi, cette solution permettrait justement de sortir beaucoup de femmes de la précarité, d'élever leurs enfants correctement aussi, parce que quand on fait des enfants et qu'ils passent leur temps, enfin moi j'ai des souvenirs de ma fille, elle était à la crèche de 7h30 du matin à 18h30 le soir, quand même très très jeune quand elle était à la maternelle, et ça a duré des années et des années. On n'a pas, quand on fait des enfants, on n'a pas envie de les élever comme ça, mais dans la plupart du temps, on n'a pas le choix. Et les enfants ont besoin de nous jusqu'à même très tard. Quand on voit que par exemple, on a plus d'aide à la garde d'enfants à partir de 6 ans. Donc, une femme seule qui doit travailler, qu'est-ce qu'elle fait si elle touche un SMIC? Je ne vois pas. En fait, il y a tellement de situations où je ne vois pas comment elles peuvent s'en sortir, ou alors c'est tout le temps de la survie. Ben, moi, je comprends qu'il y a plein de femmes où elles n'aient plus envie de faire des enfants, où elles n'arrivent pas à s'en occuper correctement. Et du coup, par rapport au fait de plus vouloir d'enfants, Fanny, c'est par rapport donc à tout ça. Enfin, c'est par rapport au fait que voilà, vous ayez trouvé votre équilibre avec ton conjoint. Et c'est aussi par rapport à tout ce que la société ne fait pas non plus. C'est ces deux choses qui font qu'aujourd'hui, ta décision, elle est motivée de ne plus avoir d'enfants. Oui, c'est ça. Ben, je trouve qu'en fait, déjà, c'est difficile. C'est quelque chose naturellement qui est difficile. Mais en plus, la société la rend encore plus compliquée. Un congé maternité qui dure 2 mois et demi. Donnez-moi un exemple d'un seul bébé sur cette terre qui, à 2 mois et demi, est capable, enfin, est arrivé à un stade de maturité où ses besoins physiologiques ne nécessitent plus la présence de sa mère. Ouais, non. Mais Bah même en non. tant que mère, même Non, en mais tant que mère, laisser ton enfant 2 mois et demi, enfin, c'est le bébé C'est resté terrible. 9 C'est mois dans affreux. le bébé est déjà resté 9 mois dans ton ventre. 9 mois. C'est énorme, 9 mois. Il a été en toi pendant 9 mois. Tu m'étonnes qu'au bout de 2 mois et demi, quand il faut que tu le ramènes à la crèche, déjà, ça doit leur faire un petit traumatisme. Alors Non, c'est peut-être que affreux. tu l'exprimer, mais enfin, moi, je suis désolée. Rien que ça, tu te dis, mais où est-ce qu'on est arrivé à un stade où quand même on est tellement déshumanisé, vidé de toute substance naturelle presque. Qu'est-ce qui est le plus naturel qu'un bébé avec sa mère, quoi? Alors moi, je suis désolée, je plie mon linge. Vous m'en voulez pas? Non, on t'en veut pas. Donc vous C'est regardez vraiment le plafond. célibataire. Ouais, donc je vous... Je voulais juste rebondir sur le congé maternité où, en entendant le discours de Fanny, ça me faisait penser qu'en fait, historiquement, il n'est pas pensé ce congé maternité, puisque historiquement, c'est à la mère de s'occuper de l'enfant. Et je pense que quand la mère est venue travailler, on a juste vu l'opportunité de faire plus d'économies au sein du pays. Et on a complètement oublié que initialement, elle s'occupait de l'enfant pendant toute son enfance, quoi. Je suis célibataire. Du coup, Fanny, je te récapitule, j'ai 36 ans, célibataire. Et du coup, moi, je pas de désir particulier d'enfant. C'est si j'en ai, tant mieux. Si j'en ai pas, tant mieux. C'est pas plus jeune, vraiment plus jeune, j'avais cette envie viscérale, disons-nous.
d'avoir un enfant. Et en fait, en vieillissant, je me suis demandé si c'était pas ce que les autres attendaient de moi plutôt que ce que moi je voulais vraiment, en fait. Mm. Et comme toi, Fanny, par rapport à la pression sociale, plus tu avances en âge quand tu es une femme, plus on te demande, bon, et c'est quand que tu te mets en couple? Bon, et c'est quand les enfants? Oh, et ça t'irait bien les enfants dès que tu t'occupes d'un enfant. Ah, et machin, et truc. Et ça a été très dur jusqu'à il y a 3 4 ans, où vraiment, c'est tout le temps, les gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Ah, et c'est pour quand? Et quand est-ce que tu nous fais un bébé? Et machin, et un bébé. Et déjà, il n'y a pas besoin forcément d'être en couple. Être en couple n'est pas forcément un but dans la vie. Il y a des gens qui sont faits pour être en couple, d'autres non. Mm. Et pareil, il y a des gens qui sont faits pour avoir des enfants. Et il y en a d'autres non. Et moi, je suis dans la position où j'adore les enfants, mais c'est plus un but dans ma vie. Et vraiment, voilà, si j'en ai un jour, tant mieux. Et si j'en ai pas, ben, j'en serai pas moins heureuse pour autant. Mm. Voilà. Bah, c'est chouette d'avoir ce discours-là, parce que c'est un discours qui est apaisé. On le sent en tout cas réfléchi et apaisé. Donc ça, ouais, vous me voyez pas, c'est pas cool. Mais je suis contente, Mais en tout cas, c'est ouais, c'est chouette qu'après mûre réflexion, tu puisses dire honnêtement, ben moi ma situation elle est comme ça et je le ressens comme ça et c'est chouette. Et ben bravo, c'est cool parce Julie, que ça doit pas être évident pour tout le monde, que ce soit homme ou femme finalement, hein, d'être en couple comme tu dis ou d'être parent. Il faudrait être en couple, il faudrait être parent. Ben ouais, ben non, en fait. Donc, mais je pense que la génération, enfin l'époque qui arrive, est plus ouverte à ça. Mm. Donc, ce sera peut-être plus facile dans quelques années. Mais, mais c'est chouette. Bravo, Julie, c'est chouette. c'est clair. Alors, je prévois les questions qui vont arriver derrière de certaines personnes qui vont pouvoir se demander est-ce que c'est pas une fatalité en fait, c'est juste parce que tu as trouvé personne que tu te dis ça pour te rassurer. Je ne pense pas ça, Julie, je te connais, mais Ouais. Non, non, pas du tout. Parce que justement, à une époque, je me mettais cette pression-là. Mais ouais. voilà, c'est une pression sociale en me disant, je vieillis, je vais plus avoir autant de chances de Mm. tomber enceinte, peut-être. Déjà, est-ce que Mm. peut-être est-ce que je suis stérile? Ça, je n'en sais rien, tu vois. Enfin, Ouais. je n'ai jamais eu de projet d'avoir d'enfant. S'il faut, je ne pourrai jamais en avoir. Mm. Pas forcément par l'âge, mais peut-être que ben, physiquement, peut-être que je peux pas en avoir. Sauf que je ne le sais pas, parce que je n'ai jamais Mm. eu cette envie et du coup jamais testé ou quoi que ce soit. Mm. Et non, c'est pas une fatalité, c'est vraiment, en tant que moi, être humain, moi, en tant que Julie, ben ouais, j'adore les enfants, mais peut-être que j'en aurai jamais. Et Et c'est OK. ouais, voilà. Mais OK. si j'en ai, ben vraiment tant mieux. Mais si j'en ai pas, ben tant mieux aussi. Ouais. Tu sais que c'est pas un but ultime dans ta vie, c'est pas une Non, fin en soi, c'est pas. pas du tout. Ouais, ok. Et ta Pas du famille, comment elle prend ça, même ta mère, elle veut des petits-enfants, enfin, tu vois, tout. pas ton père, pardon, je sais pas, ou tes grands-parents, ou tes Mm. frères, Ben, si on a envie d'être c'est- tonton, tu vois? Ben déjà, bon, ma maman aurait aimé que j'ai des enfants, mais ma maman est décédée, donc je pourrais jamais lui offrir ça. Mon papa, non, il me met pas de la pression plus que ça. Après, on a plein de cousins, cousines, j'ai mon neveu et ma nièce, voilà, il y a déjà des enfants. Dans mes amis, ben voilà, il y a toi, et, Mathilde, j'ai eu plein de potes qui ont eu des enfants là récemment. Mhm. Et non, elles me mettent pas la pression, enfin vous ne me mettez pas la pression. Et j'ai d'autres potes qui sont comme moi, sans enfants, qui comptent pas en avoir, par contre qui eux n'en veulent pas. D'accord. Et c'est cool aussi, on s'entend tous bien et Ouais. on est tous bienveillants les uns vers les autres. Et C'est ça, ça t'empêche pas d'avoir des amis qui ont des enfants et pas enfin, du tout, pas du tout. Bah, après, chacun choisit la façon dont il exactement. veut vivre. Mm. Voilà. Et du coup, voilà, moi, j'ai pas à me mettre en tête que voilà, j'ai 36 ans, j'ai plus que quelques années pour faire un gosse, alors il faut absolument que je trouve quelqu'un pour avoir un enfant. Et puis, si un désir arrive plus tard et que je suis plus en moyen ou que je ne suis pas en moyen, en capacité d'avoir un enfant moi-même, l'adoption, ça existe. Ouais. Voilà. Donc, voilà, je suis pas fermée.
mais c'est pas un but dans ma vie. C'est OK, c'est OK. Ça marche. Léa? Du coup, moi, je rejoins pas mal ton point de vue, Julie, où en fait, depuis tout petite et pendant que je devenais une femme vers mes 18 ans, ça me paraissait évident que j'allais avoir des enfants. Et puis un jour, j'ai entendu le discours de femmes qui voulaient pas d'enfants. Et je pense que j'ai entendu ça vers 20 ans, quelque chose comme ça. Et c'est là où où j'ai compris que c'était pas du tout une obligation ou une suite logique dans mon parcours de vie d'avoir des enfants. Et donc aujourd'hui, là, dans l'immédiat, j'ai pas du tout envie d'avoir d'enfants. Plus tard, je me reposerai la question, je verrai si j'en ai envie ou pas. Mais ouais, le gros déclic que j'ai eu, c'est de me dire qu'en fait, j'ai le choix de vouloir des enfants ou non. Et pendant longtemps, je pensais que c'était comme une évidence. Tout le monde avait été parent, tout le monde avait des enfants. Et puis en fait, non. Et j'ai compris que c'était un choix que je pouvais avoir. Que j'avais la chance d'avoir en plus en France parce qu'on a encore le droit d'avorter si besoin. Que j'ai le droit à la contraception. Donc j'ai réellement le droit de choisir d'un point de vue pratique, mais aussi d'un point de vue personnel, de vouloir ou pas un enfant. Aujourd'hui, alors que j'ai 24 ans, j'entends déjà mais du coup, tu voudras des enfants ou pas, quoi. J'entends pas beaucoup et dans mon entourage, peu d'amis ont des enfants, mais c'est assez fou comme j'ai l'impression que pour tout le monde, c'est une logique et une évidence que d'avoir des enfants. Et tu as un copain, Léa, en plus. Ouais. T'as un copain. Du coup, forcément, j'imagine que ça met encore plus de pression parce que voilà, ça montre une stabilité dans la société. Hein. Je parle bien sûr une stabilité d'avoir un copain. Donc, la suite logique est d'avoir des enfants, une maison, un chien et un poisson rouge. Quoi, si je comprends bien. C'est pas du tout la suite logique qu'on envisage. Ouais. Donc, mais je crois que dans notre entourage proche, c'est complètement accepté. Tout le monde est au courant qu'on n'aura pas un chemin de vie hyper tracé. Et c'est aussi ça qui m'a permis d'amener à réfléchir sur mon envie d'avoir un enfant ou pas, parce que mon copain, justement, lui, il n'en veut pas spécifiquement d'enfant. Donc il y a ce truc où lui aussi m'a montré que effectivement on pouvait choisir d'en avoir ou pas, et lui il choisissait de ne pas en avoir. Mais c'est aussi à l'inverse, moi, est-ce que plus tard j'arriverai à me positionner par rapport à ça, d'être sûre de ne pas suivre son choix et de pouvoir affirmer le mien si jamais je veux des enfants aussi. Est-ce que tu ne te dis pas, bon, ben, effectivement, peut-être dans 10 ans, je vais changer d'avis, on aura d'autres envies à ce moment-là parce qu'on sera peut-être qu'on aura un autre chemin de vie, on aura envie de construire d'autres choses encore différemment. Donc, tu te laisses aussi cette ouverture. Ouais, complètement. C'est ce que je me D'accord. dis là aujourd'hui. Je sais que dans les prochaines années assez proches, je ne veux pas d'enfant. Je ne serai pas du tout prête à être maman. En tout cas, Ouais. je ne me sens pas du tout. Mais je me laisse aussi ce truc en tête plus tard, on verra bien si mes envies, si mes désirs changent, si la vie que je veux, c'est avec un enfant ou non. Ça, pour le moment, je me le laisse en tête, effectivement. Et j'ai pas envie non plus de tomber dans l'extrême parce qu'on me demande d'avoir un enfant, juste pour être le contre-exemple, ne pas avoir d'enfant. Ce serait aussi, enfin, ce serait tout autant subir la pression sociale finalement. Bon, par Juste- contre, je tiens à préciser que Léa est une excellente animatrice en centre de loisirs. Ah, mais on n'en doute pas du tout. Bon, ça va, Léa, tu habites où? Rappelle-nous. C'est rigolo parce que effectivement, je suis animatrice avec des enfants, je suis éducatrice spécialisée avec des enfants. Et donc, pour beaucoup, il y a cette assimilation où parce que j'aime travailler avec les enfants, c'est quasiment évident que je veuille des enfants. Alors que pour moi, c'est quand même assez Bon. dissocié. Et travailler avec les enfants, c'est pas du tout avoir son propre enfant. Il me semble qu'il y a une grande différence. Ouais, c'est clair. Pour beaucoup de personnes, le fait d'aimer les enfants, ben, forcément, tu as un instinct maternel de fait. Donc, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est souvent la question que je ne pose plus, mais que je posais avant à tous les couples que je pouvais croiser qui n'avaient pas d'enfants. Mais maintenant, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais n'importe quoi. Et je leur dis, alors les enfants, c'est pour quand? Mais c'est horrible. Mais avec le recul, maintenant, je me le dis et je me dis, mais imagine, la fille, elle vient de faire une fausse couche.
Imagine, ils n'y arrivent pas. Imagine, elle est stérile ou Eh bien oui, stérile. Et Imagine en un fait, tu te dis, mais n'importe quoi. Mais pourquoi je ben pose ce oui. genre de questions? Mais pareil, il y a la phrase aussi, quand est-ce que tu nous fais un enfant? Ouais. Mais d'où je vais te faire un enfant, en fait. C'est à toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais te le donner après. C'est quoi le délire? Moi, moi, cette phrase, j'ai tous les poils qui se hérissent de partout là. J'ai envie de fracasser la tronche de la personne. Donc, mais quand est-ce que tu vas nous faire Ah ouais, faire? c'est faire un enfant pour Mais faire d'où plaisir en aux fait? autres. Non mais attends, déjà je vais me le faire pour moi, tu vois? Et la Avec première mon corps, à moi. avec mon corps à moi, tu vois? Ouais. Avec mes émotions, avec mon sang et tout ça, d'accord. Il y a beaucoup de combats à mener pour les mères, les futures mères, les non-mères, la place de la femme globalement dans la société. Et ce rôle de mère est vraiment quelque chose sur lequel il y a encore beaucoup de taf. Je pense qu'on n'est pas aussi préparé, mais ça sera un autre sujet aussi de vidéo. Ouais. On n'est pas aussi préparé à ce que c'est la maternité. On idéalise énormément les choses. Et puis, il ne faut pas qu'on se cache entre femmes, parce que j'ai l'impression que tout est tabou, en fait. Et... Il y a des choses à savoir, ouais. Il y a des choses à savoir à l'avance, en effet, c'est clair. Il y a beaucoup de choses à savoir lorsque l'on souhaite devenir mère et ça sera l'occasion d'en parler de manière éclairée dans une prochaine vidéo à suivre. Souhaites-tu devenir mère? N'hésite pas à me faire ton retour en participant au sondage. Tellement de choses à dire sur ce sujet passionnant. D'ailleurs, tu trouveras en description un lien sur la nouvelle loi qui est arrivée en France sur la PMA. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me faire ton retour en commentaire. J'ai plein de sujets qui arrivent, donc abonne-toi pour ne rien louper.